Bienvenue à cette première session méditation sur l'esprit. 4 week-ends, 4 dimanches, 17h, 18h30, pour méditer sur ce nouvel objet propice au calme mental. On en a vu 2 déjà. On a fait 2 cycles sur le souffle, on en a fait un sur les visualisations. Et quand on aura terminé celui-ci, on aura couvert les 3 principaux objets qui sont employés dans le bouddhisme tibétain pour développer le calme mental. Vous avez sans doute vu cette affiche qui a été faite. Ce n'est pas une affiche, mais c'est cette représentation de la montagne. Et vous êtes demandé peut-être pourquoi on a mis un lac de montagne. Vous avez vu ce lac, c'est pris dans les Alpes suisses, je pense. C'est le Cervin qu'on voit derrière, et le Cervin qui, au matin ou le soir, se reflète dans le lac. Et j'ai pensé que c'était une bonne analogie, et c'est l'analogie d'ailleurs qui est employée dans le bouddhisme pour parler de l'esprit. Parce que l'esprit, en parler, c'est pas très évident. Et on va voir avec l'analogie du lac pourquoi c'est pas très évident d'en parler de l'esprit. Mais pour commencer, l'esprit, c'est donc un objet sur lequel on va se focaliser pour atteindre le calme mental. C'est un objet qui est très puissant pour atteindre le calme mental. Sa difficulté, c'est qu'il est assez difficile à saisir, il est assez difficile à identifier, il est assez difficile de poser l'esprit sur l'esprit lui-même. Donc, on va commencer à parler de cet esprit à travers l'analogie du lac, et on peut s'imaginer être en montagne, arriver à 2000 mètres d'altitude. Moi, je fais beaucoup de trekking dans les Pyrénées, je pars quasiment tous les ans, soit en solo, soit avec des amis, et on part et on se retrouve vers des lacs, ils appellent ça des étangs dans les Pyrénées, en montagne à 2000 mètres, 2500 mètres, et quand on arrive et qu'il n'y a absolument pas de vent, on arrive quasiment à voir le miroir du lac et toutes les montagnes se refléter dans le lac. Et je pense que si on était avec un enfant, par exemple, et qu'on lui montre le lac, quand il n'y a absolument aucun vent, et on lui demande qu'est-ce qu'il y a en face de toi, il est possible que cet enfant dise « Oh, c'est les montagnes ». Comme il nous arrive assez rarement, quand on regarde un reflet dans un miroir, de se dire « Qu'est-ce que je regarde ? Je regarde le miroir ». Non, on voit très souvent et on pointe du doigt ce qui est montré, ce qui est reflété dans le miroir, autrement dit, soit si on est devant le miroir ou autre chose. Et plus le lac est limpide, plus on oublie sa capacité à refléter, et plus on désigne en le regardant la chose qui est reflétée. Et ça, c'est vraiment l'analogie qu'on emploie dans le bouddhisme tibétain pour commencer à parler de l'esprit. L'esprit, c'est cette capacité réflexive qui donne naissance à une expérience. Et l'eau de ce lac, elle peut connaître différents états, elle peut être totalement calme, mais plus elle est calme, plus l'eau est claire, plus elle a de capacité réflexive, plus la réalité va être fidèlement reproduite à sa surface. Un lac qui serait, j'en ai vu en montagne avec des vents catabatiques, c'est vraiment les vents qui descendent des montagnes, qui roulent le long des parois et qui viennent vraiment se jeter dans la vallée. Et quand on voit ça dans un lac de montagne, tout à coup, la surface n'est plus du tout réflective. Et cette analogie est employée pour les 5 empêchements dans le bouddhisme tibétain. On parle du vent, c'est l'excitation mentale. L'excitation mentale, c'est comme les petites vaguelettes à la surface d'un bol, par exemple, qui empêchent de voir dans la profondeur du
bol, qui empêchent de voir ce qu'il y a au fond du bol. De la même manière, pour un lac, il peut y avoir plein d'empêchements qui empêchent à notre regard d'apprécier ce qui est reflété. Et vous allez voir pourquoi je parle de ça, hein, parce que ce qu'on va faire durant ces 4 séances, c'est vraiment petit à petit descendre dans l'esprit, descendre dans les différentes strates pour arriver à la dernière session, à essayer d'observer la nature de la conscience. Donc notre esprit, il a cette capacité réflexive, mais il est souvent pollué par soit les vaguelettes, soit, imaginons qu'il y a un geyser, par exemple, sous la surface du lac, il y ait des remontées de bulles, et ça c'est aussi l'exemple qui est pris pour signifier la colère, par exemple. L'eau bouillante, l'eau qui remue, qui est complètement agitée, et qui fait que ce qui est reflété à la surface de ce lac n'a plus du tout la même apparence. Et donc, il y a aussi le fait que le lac, s'il était totalement rouge, on voit des lacs qui sont saturés d'oxyde, par exemple, ou d'acide. Il y a des lacs en Afrique qui sont comme ça. Et tout ce qu'on regarde dans le lac devient totalement teinté. Et ça, c'est l'analogie de l'attachement, par exemple, de l'avidité excessive. Tout ce qu'on regarde dans le lac, tout ce qui se reflète dans le lac, prend cette couleur. Ou on imagine également le lac qui est rempli de nénuphars. Alors là, le lac peut complètement plus refléter le cervin qu'en face de lui. Et ça, c'est l'analogie classique pour dire le relâchement, la léthargie mentale qui empêche l'esprit de refléter quelque chose. Et la dernière analogie, c'est un lac qui serait totalement dans la pénombre et dans lequel plus rien ne puisse se refléter. Ça, c'est l'analogie pour le doute. Mais ce n'est pas le doute constructif, c'est le doute qui met toujours en question, qui remet en question sans arrêt et qui nous empêche d'avancer. Donc l'analogie du lac, elle est très souvent employée pour montrer la conscience. Et à un enfant, si on avait un enfant de 4-5 ans et qu'on voulait lui expliquer qu'est-ce que la réflexion, comment on explique la réflexion du cervin dans le lac, ben on voudrait déjà commencer à lui parler du lac, à lui dire, ben voilà, écoute, regarde, viens voir, il y a des petites vaguelettes, le lac, c'est pas juste un miroir, il y a de l'eau elle a une certaine température, donc on va le conduire par étapes pour essayer ensuite de lui faire comprendre qu'est-ce que la réflexion. Et la réflexion, c'est pas évident. Et l'analogie du lac, pour nous, elle est encore plus signifiante parce que la position bouddhiste, c'est de dire que c'est pas comme quand on a un lac et que nous, on voit le cervin, par exemple. En réalité, toute la réalité qui nous apparaît, elle apparaît à travers une apparence. Elle apparaît comme si la seule chose qu'on pouvait regarder, c'était le lac lui-même. On n'a pas accès au cervin en dehors du cervin qui apparaît à notre conscience. Et là, je vais être un peu plus précis pour essayer de vous faire comprendre ce point capital dans la méditation, qui est que notre esprit n'est pas en face des choses comme elles sont. Notre esprit est toujours en train de teinter, toujours en train de s'engager à travers une apparence. Par exemple, si on a l'impression de voir la réalité en face, mais on peut dire non, en fait, ce que je vois, c'est les photons qui viennent du soleil, qui se reflètent sur les arbres, par exemple, si je regarde des arbres en face de moi, qui viennent toucher ma rétine, qui créent une image au fond de ma rétine, qui d'ailleurs est complètement inversée, le haut devient le bas et le bas le haut, qui est envoyé dans mon nerf optique, décodé dans mon cerveau, le cerveau fait pivoter l'image, et après avoir fait pivoter l'image, j'ai une apparence mentale de la réalité. Donc tout ce que je peux connaître avec mes divers sens, je ne le connais qu'à travers une apparence, à travers un écran, à travers la surface d'un lac. D'où l'intérêt que ce lac soit le plus parfaitement clair et calme possible pour que nous soyons sûrs que ce que nous le connaissons avec réalisme et avec validité. Parce que toutes nos perturbations mentales, ce sont tous des perturbateurs de la surface du lac.
toutes nos perturbations mentales, l'attachement, l'avidité, la colère, le doute afflictif, la méconnaissance, la léthargie, sont toutes des composantes qui vont altérer la surface de ce lac. Le lac étant notre conscience. On n'a pas accès à la réalité comme elle est autrement que par la réalité dont on fait l'expérience à travers une apparence. Donc l'image du lac, elle est encore plus signifiante pour nous parce que nous n'avons que le lac en fait. Nous ne voyons et ne nous engageons avec la réalité autour de nous qu'à travers une apparence, qu'à travers l'apparence que les choses prennent dans notre conscience. Et nous, ce qu'on va essayer de faire à travers ces 4 séances, c'est découvrir, plutôt que d'être sans arrêt engagé à regarder les apparences qui apparaissent dans le miroir mental, dans la surface du lac, on va se poser la question, mais c'est quoi vraiment ce lac? Qu'est-ce que c'est que la conscience? Qu'est-ce que c'est que cette surface réflective dans laquelle tout vient se refléter? Quelle est sa grandeur? Comment elle fonctionne? Et quand on comprend un peu mieux cette surface réflective, on comprend un peu mieux les émotions, parce que les émotions sont toutes du côté de cette surface. Les émotions ne sont pas à l'extérieur de la conscience, elles sont à l'intérieur, elles sont des manières de connaître, des manières de nous engager avec la réalité autour de nous. Et la position bouddhiste, c'est que quand on commence à comprendre ce qu'est la conscience, on arrive à trouver ce qui est le plus fondamental chez un individu. Il y a une école dans le bouddhisme, les Sautrantika, qui disent si vous voulez trouver vraiment ce qu'est une personne, regardez la conscience. Cette conscience qui est à la fois totalement pure, totalement claire et réflective, dont le potentiel est jamais altéré, dont le potentiel à connaître est jamais altéré, voilà ce que c'est, voilà ce que nous sommes vraiment. Alors on va se poser la question, mais pourquoi on médite sur la conscience? Parce que le bouddhisme postule que la conscience, c'est totalement pur. C'est pas on est mauvais par naissance, on est affligé, on est en colère, on a des perturbations mentales, et le but de la vie, c'est de les éliminer. Non, en fait, on a une pureté intrinsèque, fondamentale, à travers cette conscience, et notre but, c'est de la regarder, de la retrouver, de la regarder. Et les questions qu'on peut se poser, c'est comment ça fonctionne? Est-ce que je peux méditer là-dessus? Est-ce que je peux rentrer en contact avec cette pureté réflective qui est jamais altérée de mon esprit? Quelle est sa grandeur? Est-ce que c'est petit? Est-ce que c'est grand? Qu'est-ce que ça peut refléter? Donc c'est vraiment ce qu'on va faire avec ces 4 sessions, commençant par étapes. Et toutes les étapes vont être, j'espère, très intéressantes parce qu'elles vont nous permettre de connaître une partie de nous-mêmes. On va voir 4 étapes. La première qui est méditer sur nos sensations, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. La deuxième, méditer sur nos pensées. La troisième, méditer sur nos émotions, les principales. Et la dernière, méditer sur la nature et la pureté de la conscience. Mais en réalité, toutes sont des méditations sur l'esprit, mais on va faire du plus grossier au plus subtil, parce qu'on ne peut pas se lancer tout de suite comme ça dans une méditation où on dit, allez, méditer sur la nature de la conscience, c'est parti, 1/2 heure, paf. Non, il va falloir prendre le temps de construire par étapes la reconnaissance à l'intérieur de nous de ce que c'est que l'esprit. Parce que c'est pour les bouddhistes quelque chose de presque totalement aberrant qu'on est tellement porté sur les apparences qu'on en a totalement oublié le miroir, on a totalement oublié que tout ce qu'on connaît, on le connaît à travers une apparence, par quelque chose qui apparaît à notre esprit. Et nous, êtres matériels, êtres qui sommes portés sur le monde extérieur, on oublie totalement la conscience, on oublie totalement nos émotions, on oublie totalement ces manières de connaître, ces manières diverses de faire l'expérience de la réalité. Donc méditer sur l'esprit, c'est
ça a la qualité de développer une intelligence émotionnelle, dans le sens reconnaître nos émotions, reconnaître ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et nous, on va le faire et on va commencer sur les sensations. Donc, le programme, ça va être, pour ceux qui étaient présents dans les 3 sagesses, on va faire exactement la même chose. Je parle un petit peu, le moins possible. Ensuite, on va essayer de réfléchir. Donc, ce sur quoi on va réfléchir, c'est d'essayer de trouver en nous les diverses sensations. Et puis après, faire une méditation analytique et une méditation de placement. Voilà. Hein, on a 1 heure et demie. Donc, commençons par ce que sont les sensations. Parce que les sensations, c'est le petit morceau de la bobine qui va nous faire, qu'on va dévider, puis on va suivre le fil jusqu'à ce qu'on remonte à la nature de la conscience à la 4e session, si on y arrive. On va essayer en tout cas, mais on va commencer par la chose la plus grossière, et pourtant, vous allez voir, elle n'est pas si grossière que ça, c'est déjà du côté de l'esprit, donc c'est déjà assez subtil, c'est nos sensations. Alors, qu'est-ce que sont les sensations ? Ça, c'est un terme qui est assez souvent mal traduit, et d'ailleurs, sensation, ça ne porte pas vraiment ce que c'est, parce que les sensations, on pourrait se dire, oui, la sensation du chaud, du froid, ou j'ai une sensation bizarre dans le corps, j'ai envie de vomir, par exemple, c'est une sensation. Non, la sensation, c'est Vedana en sanskrit, c'est un agrégat. Donc, ça porte le même nom que ce que nous, on conçoit comme étant une sensation tactile, mais en réalité, c'est la manière dont on perçoit les choses autour de nous. Donc, je vais être un peu plus précis pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Les sensations, c'est est-ce que je fais des choses vers lesquelles je m'engage autour de moi une expérience plaisante, déplaisante ou neutre. C'est ça les sensations. C'est du côté de la conscience, la manière dont on fait l'expérience des choses. On pourra dire, pour reprendre le lac, et c'est l'analogie qu'on va prendre, c'est la température du lac. Le lac, s'il est complètement gelé, il ne va pas refléter la même chose que s'il est en été à 12-13 degrés, 14, je ne sais pas, 18 peut-être en été. Il ne se passe pas la même chose. La chose qui est reflétée dans le lac n'est pas la même si le lac est gelé ou s'il bout, par exemple, si on est dans le parc national du Yellowstone, où il y a des geysers, par exemple, ou en Islande, la chose qui est reflétée n'est pas du tout la même. C'est-à-dire que si on fait 2 personnes sont assises l'une à côté de l'autre et l'une regarde un coucher de soleil et fait une expérience plaisante, l'autre regarde le même coucher de soleil totalement identique et fait une expérience déplaisante, les choses qui se reflètent à la surface de leur esprit ne sont pas du tout les mêmes. Et si ce ne sont pas les mêmes, l'expérience est totalement différente. Il y en a un qui fait une expérience plaisante et l'autre de la même chose qui fait une expérience déplaisante. Et on ne peut pas dire, oui, mais il y a le soleil qu'on peut extraire d'être connu par ces 2 personnes. Non, les 2 personnes, elles ne voient que ce qu'elles ont à leur esprit, que ce qui apparaît à leur esprit. Donc, nous avons sans arrêt, moment par moment, de manière totalement continue, des expériences différentes, qu'elles soient plaisantes, déplaisantes ou neutres. Alors, qu'est-ce que sont les expériences plaisantes ? Les expériences plaisantes, c'est ces expériences de l'environnement autour de moi, de n'importe quoi en réalité, qui, lorsqu'elles apparaissent, j'ai envie qu'elles demeurent. Par exemple, je sens une caresse, je me caresse le bras comme ça. Bon, là, ça ne me fait pas une expérience plaisante, mais mettons. Je, je regarde dehors, voilà, je regarde dehors. Il fait beau, je vois les petites pâquerettes, il y a parfois un lapin qui gambade en mangeant du trèfle. Je peux faire une expérience plaisante. Quand je fais cette expérience, j'ai envie que ça reste. Alors, avoir envie que ça reste, ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur de nous, on se dit « Oh, j'ai envie que ça reste ». Non, on le sent, on ressent. On a envie que ça reste, sans qu'il soit nécessaire de le formuler avec un langage intérieur. Et quand on fait une expérience déplaisante, instinctivement, on a envie de s'en défaire. C'est comme ça qu'on les reconnaît, les sensations. Expérience plaisante,
c'est ces expériences qui, lorsqu'elles apparaissent, j'ai envie qu'elles se poursuivent. Ces expériences déplaisantes, c'est ces expériences qui, lorsqu'elles apparaissent, j'ai envie d'en être défait. Et puis les expériences neutres, c'est bon, j'ai pas vraiment d'avis. Je suis complètement neutre. Et les expériences plaisantes, neutres ou déplaisantes peuvent être intenses ou pas très intenses. Les expériences plaisantes, elles peuvent être, par exemple, quand j'ai un stimuli, quand je mange un premier bout de chocolat. À midi, j'ai mangé du chou, le chou était vachement bon. On a une expérience plaisante. Ça ne vient pas du chou lui-même, c'est la manière dont on fait l'expérience du chou, en fait. C'est la manière dont on fait l'expérience du chou. Enfin, le chou n'est pas plaisant par nature, hein. Il y a des gens qui n'aiment pas le chou, hein, mais euh, d'ailleurs, pour la même nourriture, c'est exactement la même nourriture, quelqu'un va avoir une expérience déplaisante en mangeant le chou. Ah, c'est pas assez cuit, il n'est pas assez salé. Donc, on a sans arrêt une coloration mentale des choses qu'on a autour de nous, des choses pour lesquelles on s'engage. Et nous, c'est là-dessus qu'on va essayer de se focaliser. Plutôt que de se focaliser sur oh, le soleil, la bibliothèque, l'environnement autour de moi, la lumière, on va se focaliser sur comment je ressens ces choses-là. Comment elles apparaissent? Est-ce que c'est plaisant? Est-ce que c'est déplaisant? Est-ce que c'est neutre? Et le but de ça, c'est de servir à un objet de calme mental, mais beaucoup plus profondément, c'est de commencer un peu plus. Vous avez certainement peut-être commencé ce genre de méditation. D'ailleurs, commencer, ce n'est pas vraiment le terme qu'il faudrait employer. Mais porter attention à la manière dont on réagit à ces sensations. Parce que ça, dans le bouddhisme, c'est absolument central. La manière dont on réagit à ces sensations, c'est ce qui détermine si on va avoir de la colère, parce que dès qu'on a une sensation déplaisante, on a envie de s'en défaire. Et le moyen de s'en défaire, c'est rejeter la chose qui, en face de nous, la produit. Je parle à quelqu'un, cette personne parle trop vite ou dit des choses idiotes, et je fais de sa parole une expérience déplaisante, et comme c'est déplaisant et que j'ai envie d'en être séparé, je vais dire une parole blessante ou je vais mettre fin à la conversation. Donc les réponses qu'on offre à ces sensations, c'est absolument central parce que l'avidité vient très souvent de ces sensations plaisantes qui, lorsqu'elles apparaissent, on se jette dessus et on a envie qu'elles durent sans arrêt. On a envie qu'elles durent sans arrêt, qu'elles ne se terminent pas. On a le gâteau au chocolat, on se dit, oh là là, oh, c'est vachement bon. Puis on continue à le mâcher, puis le gâteau, il est en train de partir dans la gorge, et on se dit, oh là là, le niveau gâteau au chocolat dans la bouche est en train de diminuer. Oh là là, et on l'avale, et cette sensation plaisante est en train de disparaître. Qu'est-ce qu'on fait? On veut la perpétuer dans notre bouche, cette sensation plaisante, et on prend un deuxième bout de gâteau. Et donc, comprendre l'avidité, la compulsion de nos habitudes se comprend très bien en observant nos sensations. Comprendre la manière dont on réagit à ces sensations et l'espace de notre liberté, l'espace dans lequel on va pouvoir changer nos habitudes, mettre un terme à ces habitudes, c'est se placer entre la sensation et la manière dont on y réagit. On a une sensation et on se dit non, 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 non. Non, non, je sais, c'est plaisant, mais non, 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 je connais le truc. Hein, ou je sens une sensation déplaisante quand quelqu'un dit quelque chose, et j'en suis conscient, plutôt que d'être inconscient et de me laisser prendre à la réaction, simplement j'observe la sensation. Donc l'observation des sensations, c'est déjà prendre de la distance sur nos réflexes qui nous font agir parfois de manière inconsidérée. C'est vraiment hyper important. Et simplement observer nos sensations sans nous engager, c'est ce qu'on va faire. Mais à partir de là, il y aurait tellement de choses à comprendre après. On peut comprendre l'impermanence, comprendre pourquoi ces choses elles sont problématiques. Il y a énormément de sujets qu'on peut explorer, comme si nous, on entrait dans une grotte et on va rester un petit peu dans les premières couches, dans les premiers décimètres de la grotte. Mais on peut aller beaucoup plus loin à travers l'observation de ces sensations vers la compréhension de la vacuité, vers la compréhension de l'impermanence. Toutes ces choses sont vraiment possibles quand on entre en contact avec le contenu de nos expériences.
Donc nous, on est obligé d'en parler d'abord, avant de mettre notre esprit dessus et d'essayer de les sonder, on est obligé de les décrire. Ça, c'est vraiment l'ouvrage de la première sagesse, la sagesse qui est née de l'écoute. Et ensuite, chacun, dans quelques minutes, on va essayer de réfléchir au sens. Alors, la sensation plaisante, se souvenir déjà, la sensation plaisante, c'est cette sensation qui, lorsqu'elle apparaît, j'ai envie qu'elle demeure. Donc maintenant, on va essayer ensuite, après avoir réfléchi, on va essayer de sonder l'esprit, comme si on était au-dessus d'un puits et on fait descendre une petite cordelette avec une sonde ou un thermomètre et on va faire tomber la sonde dans l'esprit, savoir ce qui se passe, faire remonter la sonde et se dire « Ah ouais, en fait, ouais, ça y est, ça, je suis en train de faire une expérience déplaisante. François parle beaucoup trop. C'était censé être de la méditation. C'est très déplaisant. » et, et, euh, et ça peut être le cas, donc c'est essayer d'en être conscient, de ne pas s'engager, être conscient du contenu de nos expériences. Alors, ces sensations, elles ont un peu un paradoxe. C'est que on en a sans arrêt des sensations. Et pourtant, c'est assez, vous allez voir, hein, c'est pas toujours très évident euh, de les identifier. Et pourquoi c'est pas très évident de les identifier? Encore une fois, ces sensations, on les a sans arrêt. À mesure que je suis en train de vous parler, vous avez peut-être une sensation neutre, peut-être la sensation neutre qui précède la léthargie, vous avez peut-être une sensation agréable parce que vous écoutez quelque chose qui peut résonner en vous, une sensation désagréable en disant c'est trop, c'est trop abstrait tout ça, je ne sais pas où ils vont en venir. Et donc, à chaque moment se relaient dans notre esprit divers types de sensations, sans arrêt. Je peux avoir une sensation plaisante en écoutant ce qui est en train de se dire. L'instant d'après, je sens une douleur dans mon dos. Ensuite, j'ai une sensation plaisante parce que j'entends un oiseau dehors. Et en fait, sans arrêt, on a une expérience différente. Donc, le paradoxe, c'est qu'on a sans arrêt ces sensations qui se relaient dans notre esprit, Vedana, et que ce n'est pas toujours très évident de les identifier. Pourquoi? Parce qu'elles sont volatiles. C'est-à-dire que très souvent, on a une sensation et l'instant d'après, on a oublié qu'on avait une sensation, on a oublié, on ne s'en souvient même plus. C'est comme si on avait quelque chose dans notre main, voilà, et qu'au moment où on veut le regarder, cette chose a déjà disparu, par exemple. On prend quelque chose dans notre main, et au moment où on ouvre notre main, elle a déjà disparu, donc on ne peut même pas se dire, mais c'est quoi ça? Parce que les émotions, les sensations, pardon, sont très volatiles. Le taux de rafraîchissement est très élevé, c'est-à-dire que sans arrêt, elles se relaient, donc c'est un peu, waouh, il y a trop de choses. Une autre raison qui fait que ce n'est pas très évident, c'est qu'on n'a pas vraiment l'habitude aussi de le faire. On est très porté sur les choses qui se reflètent dans le miroir, mais on n'a pas très souvent l'occasion d'observer le miroir lui-même. Ce n'est pas aussi très évident parce que parfois on a des sensations neutres, surtout quand on médite, on n'est pas forcément sans arrêt avoir une sensation très plaisante ou une sensation très déplaisante. On peut avoir méditation neutre. Donc, dans la méditation qu'on va faire tout à l'heure, il ne faut pas essayer de les déclarer pour les visualiser, pour les connaître, ces sensations. Peut-être que pendant 10 minutes, vous avez des sensations neutres. Peut-être que de temps en temps, il y a une pensée qui surgit, qui est plaisante ou déplaisante, mais on peut avoir quelque chose qui est bof, qui est ni plaisant ni déplaisant. Ça, c'est peut-être aussi quelque chose qui fait qu'on a du mal à les connaître, c'est que elles sont pas vraiment, elles sortent pas du lot, quoi. Aussi, une des raisons qui fait que c'est pas tout le temps très évident d'observer nos sensations, c'est que notre esprit est pas très clair aussi. On n'est pas très alerte sur le moment, on a peut-être un peu envie de dormir, on a fait un gros repas, c'est dimanche quand même, hein, les repas dominicaux avec les gros gâteaux, et une méditation à 5 heures, on est encore sur la digestion, observer les sensations. Qu'est-ce que c'est? Dodo. Donc, le fait que l'esprit soit pas très clair,
nous fait comprendre que d'avoir médité sur le calme mental, d'avoir déjà établi un peu respiration sur le souffle, méditation sur le souffle, ça peut aider aussi. Ce qui fait que ce n'est pas évident non plus d'observer les sensations, c'est qu'elles sont du côté de l'esprit. Et comme elles sont du côté de l'esprit, il ne faut pas s'attendre à trouver quelque chose de tangible. Un gobelet, un mug, pardon, ou une lumière, ou quelque chose de lumineux. Non, c'est vraiment immatériel. C'est un ressenti qui, parce qu'il est ressenti, est déjà beaucoup plus subtil. Un autre facteur qui fait que ce n'est pas très évident, c'est que très souvent, les mots qu'on emploie pour décrire ces sensations, ils sont déjà un peu tronqués. Quand on parle des sensations, dans le bouddhisme tibétain, on parle plutôt que de sensations plaisantes ou déplaisantes, on parle de bonheur et de souffrance. Mais ça, c'est des mots énormes. C'est des mots, c'est comme si on était dehors et qu'on voulait chercher des papillons et que notre fil à papillons, il fasse 10 mètres de long et le truc pour attraper les papillons, il fasse 15 mètres carrés, par exemple. Donc là, on est essayer d'attraper les papillons, on ne peut pas parce que les papillons, ils sont tout petits. Donc plutôt que de dire le bonheur, c'est le bonheur, ou la souffrance, on dit c'est plaisant ou c'est déplaisant. Notre fil à papillon, il est beaucoup plus petit déjà quand on dit ça. Si on a des mots énormes, on va s'attendre à ce qu'il y ait quelque chose d'énorme quand on va l'observer en nous. Ça, c'est super important aussi. Il vaut mieux avoir des mots simples qu'on comprend, mais qui couvrent au moins des choses plus terre à terre. Quand j'ai une douleur dans le dos, ce n'est pas nécessairement de la souffrance. Quand j'ai une expérience satisfaisante parce que j'inspire ou je me sens concentré, ce n'est pas le bonheur comme nous on le perçoit. Donc ça, c'est important. Donc on va commencer, voilà une demi-heure qui s'écoule, on va commencer par activer maintenant cette deuxième sagesse, la sagesse qui naît de la réflexion. Et là, essayez pas de méditer, essayez pas de vous dire il faut que je sois concentré, il faut que je médite. Vous pouvez garder les yeux ouverts, vous pouvez boire votre thé, vous pouvez être. J'en profite. Vous pouvez faire ce que vous voulez pendant quelques minutes. Le but, c'est de réfléchir au sens de ces trois sensations. Qu'est-ce que ça veut dire du côté de l'esprit? Sensation plaisante, c'est une sensation qui, lorsqu'elle apparaît, j'ai envie qu'elle se poursuive, sensation déplaisante. Essayez de faire un peu sens de ça, d'y réfléchir. Pendant quelques instants, on peut se donner 5 bonnes minutes et puis faire un petit point, puis refaire encore. C'est vraiment hyper important parce que là, on est en train de les mémoriser pour se rappeler de ce qu'il va falloir qu'on trouve dans la méditation après. C'est comme si je vous envoyais dans un énorme hangar dans le noir et que je vous demande de trouver une personne qui s'appelle Simon Picard, que vous n'avez jamais rencontré. Ben déjà, il faut que vous mémorisiez un petit peu à quoi il ressemble. Il a des cheveux, il va falloir que je le touche, il a des cheveux bouclés. Parce que dans la méditation, on va essayer de les trouver en nous, ces choses-là. Donc, de la même manière que dans le noir, il faudrait qu'on ait des instructions précises, là, on va avoir des instructions précises pour les trouver dans le hangar obscur de l'esprit. Obscur parce qu'il n'est pas souvent illuminé, cet hangar, par notre attention. Être que nous sommes tous portés sur l'univers autour de nous et assez peu sur nos émotions, sur l'univers intérieur. Ok? Donc, on peut se prendre 5 bonnes minutes pour commencer, pour réfléchir à ces trois types de sensations.
Et bien se souvenir que quand on a ces sensations, évidemment qu'on n'est pas sans arrêt en train de se dire: «Oh j'ai envie que ça reste, j'ai envie que ça parte», parce que sinon ce serait une cacophonie extraordinaire dans notre esprit. Non, c'est quelque chose qui est complètement automatique, mais si on devait mettre des mots dessus, sur ces expériences, alors oui, quand je regarde un coucher de soleil, il est en face de moi, que c'est la fin de journée, que je vois la lumière, rose, rouge qui se reflète sur les toits, sur les arbres. Alors oui, si je devais dire quelque chose, il se pourrait bien que je pense: «Ah, ce serait bien que ça reste quand même». Et d'ailleurs, une autre description de ces sensations, c'est une sensation plaisante, c'est cette sensation qui, lorsqu'elle apparaît, je ressens qu'elle est bénéfique, que ce soit le cas en réalité ou pas. Ça, c'est une autre description classique de ce que c'est qu'une sensation plaisante. Et à l'inverse, une sensation déplaisante, c'est cette sensation qui, lorsqu'elle apparaît, j'ai pas l'impression que ce soit bénéfique, ou j'ai l'impression que c'est pas bénéfique justement. Que ce soit le cas en réalité ou pas d'ailleurs. Hein, si je suis addict, je sais pas, à, à l'opium par exemple, sur le moment, il arrive que quand on prend cette substance, sur le moment, on a une sensation plaisante. J'ai l'impression que ça me fait du bien. Que ce soit le cas en réalité ou pas, à long terme, c'est une autre histoire. Mais sur le moment, j'ai l'impression que oui, ça me fait du bien. Pas tout le temps, hein. Dans le cas des toxicomanes, d'ailleurs, plus on en prend, plus ça va être difficile de retrouver cette sensation plaisante. Plus il faut de substances pour générer ou la même expérience ou un peu moins bien. Ça, on comprend l'addiction aussi dans divers champs de notre expérience aussi. Il n'y a pas seulement que des addictions fortes aussi, hein. Mais on va reprendre quelques instants encore pour essayer de réfléchir à ce que ça veut vraiment dire, que sans arrêt en plus, sans arrêt, on a une expérience soit plaisante, soit déplaisante, soit neutre. Ça s'arrête jamais dans l'esprit. C'est complètement ininterrompu. Et c'est quelque chose de très organique, pas quelque chose qui est plaisant, déplaisant. Non, c'est quelque chose, c'est une vague de sensations, de ressentis, d'expériences qui changent moment par moment. Ok, on peut reprendre quelques minutes. Et se souvenir que oui, sans arrêt, on a l'impression que les choses qui sont plaisantes, on a l'impression que ça nous est bénéfique, que les choses qui sont déplaisantes, ça nous est pas bénéfique, on n'en a pas envie. On n'est pas sans arrêt en train de se dire: «Ah, je n'ai pas envie de ça». Non, c'est pas cette parole. Parfois, elle est présente, mais pas tout le temps. Mais on ressent, c'est la manière dont on fait l'expérience qui est comme ça. On ressent qu'on n'en a pas envie. On ressent qu'on en a envie, que cette chose est bénéfique, que cette chose est plaisante ou neutre.
Et dans cette réflexion, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a des moments où je n'ai pas de sensation? Je ne fais pas l'expérience d'une certaine manière, plaisante, déplaisante ou neutre. Et vraiment se poser la question, hein, parce qu'on ne doit pas accepter que ces sensations sont omniprésentes si on ne l'a pas validé par nous-mêmes, hein. Sinon c'est une croyance aveugle. Non, il faut vraiment le reconnaître en nous, que sans arrêt on a ça, mais avant d'en être sûr, il faut le questionner. Est-ce que vous avez des moments de votre expérience qui ne sont ni plaisants, ni déplaisants, ni neutres? Et là, on n'essaye même pas de méditer, hein, c'est vraiment juste de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire, ces sensations? D'ailleurs, la question qui a été posée par Sylvie, comment gérer la sensation qui devient de la douleur physique et morale intense alors qu'on ne peut y échapper? En termes bouddhistes, la douleur physique n'est pas une sensation. La douleur physique, c'est le stimuli physique qui est observé par une sensation déplaisante. C'est un peu technique, mais c'est vraiment important de dire que la douleur, ce n'est pas la chose qui apparaît. Parce que quand on médite en plus et qu'on observe la douleur, il y a un moment où on a une expérience, on peut avoir une expérience physique, un stimuli totalement neutre, très intense ou très plaisant, à cet endroit où il y a quelques instants, c'était de la douleur. La douleur, c'est la douleur physique, c'est ce qui apparaît, voilà, c'est ce qui apparaît dans le lac lorsque ce lac, à sa surface, prend une couleur déplaisante. C'est ce qui est observé par une sensation déplaisante, la douleur. La sensation, c'est ce qui est observé par une sensation déplaisante, la douleur. C'est ça. Et une sensation plaisante, une caresse, c'est ce qui est observé, le plaisir. Le plaisir, c'est ce qui est observé par une sensation du côté de l'esprit plaisante. C'est par exemple voir un coucher de soleil à la surface du lac. Le lac a pris cette coloration agréable, il est très calme, et dans ce lac vient se refléter un coucher de soleil, par exemple. Donc, comment gérer la sensation qui devient de la douleur physique, morale intense? Il ne faut pas trop y porter attention déjà, pour ne pas ajouter du rejet à la souffrance initiale. Ça, on pourra en parler peut-être dans les prochaines sessions, mais il y a un exercice qui consiste, et ça c'est dans le bouddhisme d'Asie du Sud-Est, à faire traverser, avoir l'impression qu'il y a de l'air qui traverse à travers le membre qui a mal, par exemple. Si on a mal au dos, on a l'impression que notre dos est un maillage qu'on laisse au vent et que le vent traverse. Faisons traverser notre corps de part en part par de l'air, par exemple, par de l'espace. Ça peut être une solution pour un petit peu calmer la douleur. Quand la douleur physique et morale intense devient intense, on peut aussi calmer l'esprit par l'observation du souffle, par exemple. Et vraiment faire ce qu'on a fait dans le précédent cycle, j'inspire, je calme le souffle. Et je ne me focalise pas sans arrêt sur la douleur, je calme l'activité du souffle, jusqu'à temps que je puisse avoir de l'espace mental pour observer vraiment ces choses-là. Et on se rend compte qu'il y a un corrélat très fort entre la douleur et notre tension du côté de la surface du lac. Les deux, d'ailleurs, sont complètement associés et de manière beaucoup plus profonde,
En réalité, la surface du lac et ce qui apparaît à la surface du lac ne sont pas deux entités totalement séparées. Ça, ce n'est pas l'objet de ces sessions, mais c'est vraiment la proposition bouddhiste majeure de dire que le monde extérieur et la manière dont je le perçois ne sont pas des choses totalement coupées l'une de l'autre. Il y a un lien. C'est-à-dire que plus mon esprit est calme, plus cette douleur va devenir quelque chose soit de neutre, soit de plaisant, puisque la douleur n'est pas du côté du corps, même si elle est du côté du corps, mais elle est de la manière dont je la perçois aussi. Alors, ça ne veut pas dire que la douleur est dans la tête, ça ne veut pas du tout dire ça, et ça veut dire qu'il y a quelque chose qui apparaît dans une partie de mon corps, et elle prend cette teinte-là parce qu'aussi elle est observée par une partie de mon esprit qui fait pas une expérience plaisante. On y reviendra à ça. Ok, donc on va prendre encore un peu de temps à réfléchir à ces sensations. Et l'étape d'après, ça va vraiment être la méditation. On va essayer de les reconnaître dans notre expérience. On va le faire maintenant d'ailleurs. Je pense qu'il est 17h50, on va le faire maintenant. On va commencer la méditation. Donc là, une fois qu'on sait un peu plus ce qu'on doit trouver, ce qu'on doit chercher, maintenant on va essayer de focaliser. On va faire comme un employé des puits, je ne sais pas si ça a vraiment existé, mais qui passe d'un puits à un autre, met un petit thermomètre, remonte le thermomètre, regarde la température. Nous, on va regarder la température de nos expériences. Donc, on ne peut pas le faire toutes les microsecondes, hein, parce que ça prend du temps de faire descendre le thermomètre dans le puits. C'est-à-dire que dans cette méditation, à l'inverse de celle qu'on va faire ensuite, il ne faut pas le faire toutes les secondes, il faut le faire de temps en temps. De temps en temps, vous pouvez demander, par exemple, tiens, quelle sensation j'ai, quelle expérience je fais. Donc, vous pouvez commencer soit en prenant comme objet le souffle, par exemple, les sensations qui sont en lien avec le souffle. Si c'est trop précis, vous pouvez avoir une espèce de conscience ouverte. Si votre esprit est porté sur une pensée, vous dire est-ce que cette pensée elle est plaisante, elle est déplaisante. Vous pouvez le faire en lien avec le corps, restez simplement dans la sphère tactile. Voilà, je suis conscient des sensations qui traversent mon corps, sans vous focaliser sur une sensation, spécialement si cette sensation est déplaisante, si c'est de la douleur par exemple. Ne restez pas focalisé dessus, changez d'endroit. Donc ça, c'est vraiment à vous de décider. Je vais vous communiquer une vidéo à la fin de cette session qui vous permet de méditer un petit peu dans la semaine qui arrive sur ce sujet. Et je vous ai proposé de commencer par le souffle, puis la sphère tactile, la sphère auditive, la sphère visuelle. Mais sentez-vous libre de le faire un peu à votre guise. Vous n'êtes peut-être pas obligé si vous avez l'impression que c'est trop fermé. Vous pouvez aussi la laisser un peu ouverte, cette attention, et observer simplement les sensations comme elles apparaissent dans le corps, dans l'esprit, dans les sons que vous entendez. Ça, c'est à vous de choisir. Mais toujours essayer de garder une ancre dans l'observation et le maintien de votre attention là. Ne partez pas dans le film de ces sensations. C'est pour ça que c'est très bien de commencer aussi par les sensations du souffle, parce qu'on reste concentré sur le souffle. Et à l'intérieur de cette concentration, il y a une petite partie de notre esprit qui va demander oh, est-ce que c'est plaisant, cette sensation que j'ai quand je respire. Parce qu'à l'inverse, si on oublie l'encre, l'esprit va vagabonder, on va partir dans l'émotion, on va se dire oh là là, les émotions, on va partir dans le film, on va se raconter des histoires, on va être complètement perdu, on aura perdu cette capacité à observer. Pour qu'on ait cette capacité à observer, il faut une encre. Il faut qu'on maintienne notre attention attachée à un objet. Le souffle, c'en est un bon. Ou la sphère tactile, ou vous pouvez choisir simplement les sons. Ça, c'est vraiment à vous, avec votre personnalité, ce dont vous vous sentez à l'aise, de choisir ce qui vous convient. Donc là, on essaie de faire comme cette personne qui sonde dans le puits, qui ramène le thermomètre, qui se dit est-ce que c'est une expérience plaisante? Est-ce que c'est une expérience déplaisante? Et vous pouvez utiliser du raisonnement, des mots intérieurs, vous pouvez vous parler un peu à vous-même,
Là, on est dans une méditation analytique, c'est possible. Et ensuite, dernière étape, on enlèvera tout cet attirail de mots, d'analyse, et on fera comme si on se baignait plutôt que de penser qu'on puise, qu'on va chercher dans le fond du puits la température, on va avoir l'impression d'être immergé dans l'eau. Et là, on va essayer de percevoir ces choses-là sans plus avoir besoin de les nommer. Et là, c'est vraiment la méditation de placement, puisque ces sessions, elles ont pour but de nous faire focaliser notre attention sur nos sensations pour générer le calme mental. C'est pour ça qu'on le fait. Nous, on fait un petit peu d'analyse, mais le but de ces sessions, c'est de choisir cet objet de l'esprit comme objet pour atteindre le calme mental, pour développer vraiment cette paix mentale. OK? Donc, je vous invite à prendre une position confortable. Et là, on va méditer, méditation analytique. Donc, c'est une méditation qui, à la fois, requiert de l'attention et de l'analyse. C'est un petit peu le point de liaison entre la réflexion, on est simplement en train de penser, et la méditation de placement dans laquelle on est totalement focalisé en un point. Là, c'est un peu la liaison. On a encore un peu d'analyse, on en a même beaucoup d'ailleurs, mais avec cette caractéristique de calme, de stabilité mentale. Et la seule chose qu'on a à faire, c'est de temps à autre faire descendre le thermomètre, le faire remonter, nous dire à nous-mêmes, est-ce que cette sensation était plaisante? Et vous pouvez vous en souvenir d'ailleurs. Souvenir de la sensation que j'ai eue il y a quelques secondes, parce que parfois, entre le moment où cette chose apparaît et le moment où on va la nommer, la reconnaître, il peut se passer une seconde ou deux, c'est normal. Hein. Surtout que ces sensations sont très très volatiles. Et vous pouvez débuter cette méditation analytique en choisissant là où vous voulez observer vos sensations. Est-ce que c'est dans les sons? Est-ce que c'est dans le corps? Est-ce que c'est dans le souffle? Il faut être assez clair pour conserver une encre mentale, pour que l'esprit ne divague pas durant cette méditation. Donc, je vous laisse quelques instants pour choisir cette encre. Ceci étant fait, nous pouvons maintenant, de temps en temps, sonder nos expériences, sonder la température du lac de notre conscience et nous interroger, est-ce que mon expérience en lien avec l'objet, la sphère que j'ai choisie, qu'elle soit tactile, visuelle, mentale, auditive, le souffle, est-ce que ces expériences sont plaisantes ou déplaisantes? Et je vous laisse quelques minutes maintenant. Et ne succombez pas à la tentation de nommer avant d'avoir vu, de vous dire ah oui mais je sais, de toute façon c'était plaisant. Non, il faut vraiment être sûr de l'avoir bien pris le thermomètre. Hein.
Pas dire: «Oui, oui, non, mais je sais la température que c'est. J'ai pas besoin de remonter le thermomètre». Non, 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 il faut vraiment entrer en contact. Parce qu'il faut aller au-delà de nos préjugés sur ce qu'on est en train de ressentir pour vraiment, vraiment être en contact avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et si nous rencontrons des sensations très plaisantes sur lesquelles on a un petit peu envie de s'accrocher, ou des sensations déplaisantes sur lesquelles on a envie un petit peu de s'accrocher aussi, essayons de passer à autre chose. Ne nous attardons pas trop sur l'une ou l'autre. Le but de cet exercice, c'est pas de savoir pourquoi j'ai cette sensation plaisante. Non, c'est simplement de les observer et de les identifier. Et ça fait partie du jeu aussi de lâcher prise que de ne pas y porter trop d'importance à ces sensations. Savoir les reconnaître et de ne pas partir dans le film qu'elles euh, nous incitent à tourner dans l'esprit. Et parce qu'il s'agit d'une méditation analytique, vous pouvez faire appel à votre raisonnement encore. Sonder et vous dire est-ce que ça c'était quelque chose que j'avais envie de conserver? Est-ce que c'est une expérience que je pensais bénéfique? Est-ce que cette sensation que j'ai ressentie là dans mon dos, est-ce que c'est quelque chose vraiment qui est déplaisant? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai nommé avant de vraiment le connaître aussi? Ça va arriver souvent dans cette méditation. On sait déjà. Et ça, c'est vraiment une tendance problématique de l'esprit, de savoir déjà avant d'avoir vraiment rencontré, de nous être vraiment portés sur cette chose. On peut dire c'est l'illusion du savoir d'ailleurs.
Par extension, c'est ce qui nous fait dire: «Ah, j'ai passé une journée de merde», par exemple, parce qu'on a simplement eu quelques minutes dans la journée qui ne sont pas passées. On sait exactement ce qu'on a trouvé dans la journée. Or non, on fait qu'on recouvre toute cette journée d'une sensation qui n'a pas vraiment existé en plus, parce que moment par moment, on a eu plein d'expériences plaisantes. Et nous, ce qu'on veut, c'est pas cette vision exagérée, grossière, qui recouvre toutes nos sensations, c'est vraiment rentrer en contact avec elles, vraiment rentrer en contact. Ok? On peut poursuivre. Est-ce que j'ai des expériences neutres qui sont ni déplaisantes ni plaisantes, mais qui sont intercalées parfois par voilà, des petites sensations déplaisantes, des grosses sensations déplaisantes, des sensations plaisantes en lien avec le corps, avec ce que je suis en train de penser. Si on pense que dans cette méditation, l'esprit a tendance à un petit peu trop errer, alors il vaudrait mieux prendre comme objet le souffle, par exemple, et observer les sensations, nos expériences avec la sphère du souffle, hein, pour conserver une encre. Très important. Et que nous fassions preuve d'analyse ne veut pas dire qu'on s'engage à comprendre pourquoi elles sont là. Là, on est comme si on regardait vraiment en observant avec la plus grande neutralité ce qui arrive dans notre expérience. Plaisant, déplaisant, neutre, c'est tout.
Cette méditation n'est pas conceptuellement très difficile, hein, simplement faire tomber dans le puits le thermomètre, le remonter, se demander sur ces sensations que j'ai ressenties, celles que j'ai envie de choisir, celles que j'ai choisies dans le corps ou dans l'esprit. Est-ce que c'était plaisant, déplaisant? Et la résonance vient vraiment avec répétition. C'est pour ça que je vais vous encourager à répéter cette méditation dans la semaine. C'est vraiment la répétition qui va faire se libérer quelque chose d'essentiel en termes de compréhension de nous-mêmes. Tout commence par l'observation. Encore et encore. Méditation, ce terme qui n'est pas très juste d'ailleurs, c'est juste se familiariser encore. On passe tellement de temps observant du monde matériel autour de nous, si peu à observer vraiment le contenu de nos expériences. Ben là, au niveau du temps et de la répétition, jusqu'à temps que quelque chose émerge en nous, une compréhension profonde de notre esprit, de notre manière de réagir. Et les questions vont se poser naturellement, avec un petit peu de curiosité, vous allez voir, en répétant ça encore et encore, les questions vont venir. Waouh! J'ai toujours cette même manière de répondre à ces sensations que j'ai. Mais continuons à présent d'observer nos sensations. Vous allez pouvoir
conduire cette méditation à son terme, cette méditation analytique, avant que on débute la méditation de placement, la dernière étape. Et encore une fois, c'est quelque chose qui demande de la répétition. Parce que naturellement, il y a un moment où on se dit, mais comment comment je réagis à ces sensations sans arrêt? Comment je réagis à ça? C'est une question essentielle. Comment je réagis sans arrêt à ça? Et nous, on est là dans l'optique de choisir un objet de calme mental. Donc là, on a fait cette étape de faire descendre le thermomètre dans le puits, le faire remonter. Maintenant, on va essayer de penser qu'on est en plein été, il n'y a personne, et on va se baigner dans le lac. Et là, on n'a plus besoin d'utiliser un outil, le thermomètre. Là, on ressent simplement. On sait ce que ça fait d'être immergé dans ce lac. Il n'y a plus besoin de dire est-ce que ça fait du bien ou pas, et de classer. Là, le but, c'est plus de classer en plaisant, déplaisant ou neutre. Et ça, cette instruction, elle est essentielle, essentielle. Dans le Mahamudra, on la retrouve. De cesser de classer, de classifier les choses. Là, il faut simplement s'immerger dans cette eau limpide et nous laisser ouverts à l'appréhension des sensations, moment par moment. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très subtil. C'est tout petit. Là, l'esprit doit vraiment devenir subtil, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette méditation est très puissante pour développer le calme mental, c'est que l'objet est tellement subtil que l'esprit va devenir très subtil lui-même. Plus l'esprit est subtil, plus il est apte à trouver ce point d'équilibre qui conduit à une concentration hors pair, infaillible, qui demeure sur son objet pendant des heures. L'esprit en est capable. Nous, on fait quelques secondes seulement. Là, nous, on va faire des petites... on va toucher simplement cet objet des sensations. OK? Donc là, il ne faut plus essayer d'analyser, de classer, de mettre ça, toi, tu vas, t'es déplaisant. Toi, tu montes ta carte, t'es plaisant. OK. Non, on ne classe plus là. Là, on se laisse simplement réceptif. On peut dire que c'est quasiment une méditation ouverte là. On n'a plus un objet particulier. L'objet, c'est l'esprit lui-même. Certaines traditions vont dire c'est un peu une méditation sans objet, d'autres vont dire c'est une méditation sur l'esprit. Mais en réalité, c'est un peu la même chose. On médite sur l'esprit là. Imaginez-vous descendre les différentes marches de pierre naturelles qui conduisent à ce lac de montagne, ressentir vos expériences. Choisissez le souffle si vous le souhaitez, ou le même objet que vous avez préalablement choisi dans la méditation analytique. Et là, c'est simplement demeurer avec. Soyez avec. Ne classez plus, n'utilisez plus de raisonnement. Et vous pouvez le faire touche par touche. Essayez pas de faire que ça dure d'un coup 5 minutes. Non, essayez de faire des petites touches pour commencer. Ok? Détendez bien le corps, très important pour ne pas le tendre, pour ne pas faire qu'il y ait dans cette mécanique une tension mentale qui va flouter la surface du lac ou qui va la congeler. Là, on veut que le lac soit le plus clair et limpide possible. Le plus clair et limpide possible, c'est n'ayez plus de préoccupation pour ce que vous devez faire, ce qui est bien, ce qui est mal, ce que vous avez fait hier, ce que vous voudriez faire demain. Coupez court à toutes ces préoccupations, demeurez simplement avec vos expériences, plaisantes, déplaisantes ou neutres.
Si vous vous sentez un peu perdu, c'est normal et c'est peut-être bon de vous souvenir quelques instants, qu'est-ce que je dois faire? Ah oui, sonder l'esprit, mais là, sonder l'esprit non pas en mettant un thermomètre, mais simplement en ressentant que ces choses sont plaisantes, déplaisantes, sans plus d'outils. Et y aller par petites touches. Essayez pas tout de suite d'être focalisé en un point de manière continue. C'est normal au départ que ce soit par petites touches, mais ces petites touches peuvent être très claires aussi. Alors on va conduire également cette méditation à son terme, cette session à son terme. Et c'est petit ce qu'on observe, hein. C'est petit et pourtant c'est vraiment essentiel. C'est vraiment essentiel. Je conduis une méditation mercredi, la méditation du mercredi, je vais la conduire ce mercredi qui arrive et le mercredi d'ensuite, et ça va être des sujets qui vont être un petit peu corrélés. Donc si ça vous intéresse d'avoir une piqûre de rappel avant la prochaine session qui se fera la semaine prochaine sur les pensées, on va faire exactement la même chose, mais sur les pensées, c'est-à-dire les souvenirs, les projections, les anticipations, on va vraiment faire la même chose. Puis après, une fois qu'on aura fait les sensations, les pensées, on va vraiment observer les émotions. Et une fois qu'on aura vu ça, on ne sera comme un petit peu cet enfant qui aura déjà observé les vaguelettes un long moment, la couleur, la température, et il va commencer naturellement à être porté sur la clarté de cet esprit. Dans la dernière session, on essaiera d'observer la clarté de l'esprit. Ça peut sembler un petit peu abscon ce que je dis ce soir, mais souvenons-nous qu'il faut se familiariser, donc il va falloir qu'on y revienne encore et encore. Je partage avec vous 2 méditations que j'ai enregistrées pour vous aider à pratiquer cette semaine. 2 méditations qui sont sur ma chaîne YouTube, une de calme mental et une sur la nature des sensations. Vous pouvez, si vous le souhaitez, les suivre dans la semaine.
trouvez un petit moment pour les pratiquer. Ça peut être bon pour vous familiariser parce que là, on a un petit peu vu le contour de cette méditation, mais il faut vraiment la faire souvent pour qu'on comprenne ce qu'il y a, exprimé, à comprendre et à retirer de ce sujet. OK? Alors, je vais simplement répondre peut-être aux questions qui ont été posées. Quelle est la différence entre conscience et esprit? Dans le bouddhisme, elles sont synonymes, ces deux notions. Conscience et esprit sont synonymes. Quelle relation y a-t-il entre vipassana qui développe la sagesse et le calme mental? Vipassana, c'est un état extraordinairement perceptif et perceptif qui se développe en conjonction avec le calme mental. On peut pratiquer vipassana, mais pour atteindre vipassana, ça ne se fait que lorsqu'on a acquis le calme mental. Le calme mental, lui, c'est en un point, non analytique. Et une fois qu'on a vraiment habitué l'esprit à être focalisé en un point, on peut commencer à analyser avec une clarté extraordinaire. Ça, c'est vipassana. Et vipassana, on peut le pratiquer avant. Hein. On dit qu'on pratique vipassana, mais on ne l'a pas atteint vipassana. Il y a une différence entre pratiquer et atteindre quelque chose. Quid quand on a plusieurs sensations superposées, agréables, écoute, enseignement, désagréable, enfant qui crie en même temps. Alors ça, vous vous rendrez compte dans la méditation qu'on a l'impression qu'elles sont simultanées, mais très souvent, le chevauchement se fait très rapidement entre l'une et l'autre. On peut avoir parfois deux consciences sensorielles en même temps, mais très souvent, ce qui arrive, c'est qu'on a une conscience sensorielle désagréable, et l'instant d'après, mais ça apparaît très vite dans l'esprit, on a une conscience mentale ou une conscience auditive qui écoute ce qui est dit, et on a l'impression qu'elle se juxtapose. C'est parce qu'on voit un peu de trop loin. On voit un peu de trop loin, on a l'impression qu'elles sont unies alors qu'elles ne le sont pas vraiment. Donc une pensée ou observation donne une sensation et en fonction de notre vue ou interprétation de cette réalité deviendra une émotion. Non, les émotions sont, c'est Eustache qui a dit ça, je pense. Une pensée ou une observation donne une sensation. Non, la sensation, c'est ce qui observe la pensée sans arrêt. Les pensées ne produisent pas les sensations. Les sensations sont simultanées avec les pensées. Et en fonction de notre vue ou interprétation de cette réalité deviendra une émotion. Là aussi, les vues de la réalité ne créent pas les émotions. Les émotions sont ceux qui observent la réalité. On appelle d'ailleurs ces émotions des facteurs mentaux, des manières de connaître. Ce sont des filtres. On peut parler de filtres en termes photographiques, mais on peut parler aussi de la couleur et de l'état de la surface du lac. Ça, c'est les émotions. Un lac qui est plein de boue, c'est l'équivalent de la léthargie, par exemple. Hein, c'est vraiment les exemples qui ont été pris historiquement pour exemplifier quelque chose qui est un petit peu difficile à observer. Comment gérer la sensation qui vient de la douleur physique? Celle-là, j'ai tenté d'y répondre. Quand on est absorbé dans quelque chose et on ne voit pas le temps passer, cela ne donne aucune sensation. Quand on est absorbé dans quelque chose où on ne voit pas le temps passer, ça ne donne aucune sensation. Alors, il y a une différence entre penser qu'on n'a aucune sensation et être incapable ou ne pas les reconnaître. Très souvent, on a des sensations, mais comme elles sont volatiles, on les a oubliées. Et pourtant, elles fonctionnent, hein, elles sont là, mais on n'en est pas vraiment conscient. Quand on est absorbé dans quelque chose où on ne voit pas le temps passer, cela ne donne aucune sensation. Parfois, c'est une sensation neutre, c'est vrai. Ça peut être une sensation neutre. On est absorbé dans quelque chose et c'est ni plaisant ni déplaisant. On est juste simplement en train de taper du texte sur ordinateur. Et là, ça peut être assez long et ça peut être neutre. Donc oui, c'est possible. Quand je suis sous anesthésie générale, j'ai des sensations neutres ou pas de sensations. Ah. Alors ça, c'est le postulat bouddhiste de dire que la conscience, elle ne se coupe jamais. Le fait qu'on ne se souvienne pas de quelque chose ne veut pas dire que sur le moment, on n'a pas de sensation. Exemple, les rêves le matin. On ne se souvient pas des rêves qu'on a faits, mais ça ne veut pas dire que sur le moment, on n'a pas eu de sensation. C'est juste que la conscience, elle n'est pas à même d'induire le souvenir. Donc, sans arrêt, la conscience, elle a des sensations, mais très souvent, on ne s'en souvient pas. Même quand on rêve, même quand on est dans le coma,
même quand on est sous anesthésie, on a des sensations. On a des sensations parce que pour opérer, l'esprit est obligatoirement conjoint avec des sensations. Si on n'avait pas de sensations, on n'aurait pas d'expérience. D'ailleurs, en termes tibétains, les Tibétains disent que la sensation, c'est l'entité de l'expérience. Parce qu'on a des sensations, on a des expériences. Et la conscience n'est pas quelque chose qui est on-off. Et ça, c'est aussi un autre sujet sur lequel on pourrait faire des méditations analytiques. C'est de se souvenir, et quand on l'observe, quand on arrive à observer ce lac et ne plus voir ces petites vaguelettes, mais vraiment observer la nature lumineuse de l'esprit, on commence à comprendre ce que veut dire l'idée que l'esprit est immatériel et observer à quel point il est vaste, cet esprit. Et cet esprit, il n'a pas de cause première, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être coupé. On ne peut pas mettre fin à l'esprit. Et là, ça rentre vraiment dans la perspective bouddhiste de dire que l'esprit est beaucoup plus vaste que celui qui est circonscrit à notre corps, qui est associé à notre corps. Mais ça, c'est un autre thème. C'est pas noté pour mercredi sur le calendrier. C'est où? C'est les méditations du mercredi, en fait. Ces méditations du mercredi analytique, 19h30, 21h. Ce mercredi et le mercredi ensuite. Ce mercredi, ça va être sur comment observer le monde comme il est. Ça va vraiment être ça va vraiment venir un petit peu en complément de ce qu'on voit aujourd'hui, de la responsabilité des mots, de nos dénominations sur l'expérience qu'on fait des choses. Et on est sans arrêt en train de nommer, de décrire, d'analyser, de juger, et à quel point ça perpétue l'illusion du savoir. L'illusion du savoir, c'est quand on a vécu une chose et que la fois d'après, on a l'impression que c'est la même chose. Et on se dit, on n'entre pas en contact avec la chose parce qu'on sait exactement ce qu'on va y trouver. C'est ce qui arrive très souvent dans la méditation sur les sensations et sur les pensées, c'est qu'on se dit, oui, mais je sais, de toute façon, c'est comme ça, je sais exactement ce que je vais trouver. Donc, pour rentrer en contact avec les choses, il faut rafraîchir sans arrêt notre perception pour qu'elle soit la plus proche possible de la chose observée. Peut-on suivre en zoo les mercredis prochains? Je le ferai avec plaisir. Oui, sur Zoom, oui, bien sûr. Oui. Le site, le lien, vous pouvez le trouver sur le site internet du centre Kalachakra. Vous regardez dans... Ah ben voilà, Virginie. Merci à toi. Merci beaucoup. Comme les rêves dont on ne se souvient pas. Oui, les rêves, on ne se souvient pas, on a des sensations. Parfois, on fait même des cauchemars et on les a oubliés quand on se réveille et on porte un peu d'attention et on se dit « Ah ouais, je commence à me souvenir. Ah ouais, en fait, j'ai fait... » Au départ, on pense qu'on n'a rien eu et puis en se souvenant, on se dit « Ah oui, j'ai fait un truc qui était quand même assez plaisant. Hein. C'était pas mal. » Ok. Voilà que cette session s'achève. Vous avez ces méditations pour vous entraîner cette semaine, si vous voulez les pratiquer. Et puis voilà. Passez une belle soirée. On se retrouve dimanche prochain à 17h pour l'observation des pensées. Prenez soin de vous. Et à très bientôt. Au revoir et merci. Merci François. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.